Laetitia Mouze est agrégée et docteure en philosophie, maîtresse de conférences à l'université Toulouse-Jean Jaurès. Elle travaille en philosophie ancienne, notamment sur Platon, sur les rapports entre littérature et philosophie, sur Simone Weil et sur les plantes en philosophie. Vendredi 29 mai 2026, Laetitia Mouze présentait à la librairie Ombre Blanche, en dialogue avec Régis Thomas, son ouvrage paru aux éditions Les Belles Lettres, intitulé « Le philosophe qui aimait les histoires, l'anthropologie platonicienne du fait poétique ». Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être venus, d'avoir bravé la chaleur aujourd'hui pour venir au frais. Écoutez, aujourd'hui, Laetitia Mouze nous présenter son nouvel ouvrage. Donc, Laetitia Mouze, vous êtes maîtresse de conférence à l'université Jean Jaurès, vous êtes spécialiste de Platon, vous avez publié traduction du Phèdre et du Sophiste, mais vous êtes aussi spécialiste de la philosophe Simone Weil et vous travaillez sur les rapports de la philosophie et de la littérature. Donc, aujourd'hui, nous sommes là pour votre magnifique ouvrage, Le philosophe qui aimait les histoires, sous-titré « L'anthropologie platonicienne du fait poétique ». Les débuts de romans, les premières pages, les premières lignes sont toujours très importants, mais en philosophie aussi, les premiers mots qui sont écrits, qui sont imprimés, ne laissent jamais indifférent. Et on doit avouer qu'en lisant les premières lignes de votre livre, on peut légitimement être saisi. Donc je fais une petite lecture. Platon est agaçant. Ça commence comme ça. Depuis qu'il est apparu dans le champ de la pensée, on a cessé de dénoncer son intellectualisme, son rationalisme, son idéalisme, son totalitarisme, son dogmatisme, son angélisme, sa métaphysique, son hégémonie sur la philosophie, sur la culture occidentale. Et pourtant, malgré les attaques, les réfutations, les dénonciations, malgré son antiquité, il ne cesse de revenir sur le devant de la scène. Quelques questions que l'on aborde, il semble impossible de ne pas le citer, même si c'est souvent pour dénoncer ce qu'il en a dit ou ce que l'on dit qu'il en a dit. Dans les milieux intellectuels, il est de bon ton de ne pas manquer de le mentionner, mais de sourire en évoquant les idées ou les formes, de proclamer que rien d'autre n'existe que le sensible multiple, de dénoncer les arrière-mondes métaphysiques, la dictature du philosophe roi ou la cécité platonicienne à l'esthétique. Il est révélateur cependant que l'on ne passe pas tout simplement sous silence. Il paraît impossible, impensable, de l'ignorer purement et simplement, alors même qu'il a ou aurait dit, ou plutôt écrit, tant d'inepties. Alors, à la lecture de ces premières lignes, une première question me vient. Est-ce que finalement, défendre un classique comme Platon, c'est pas ce qu'il y a de plus subversif? Alors, subversif, en fait, ça n'a de sens que par rapport à un milieu dans lequel on se trouve. Donc, on est toujours subversif pour quelqu'un et réac pour quelqu'un d'autre. En l'occurrence, je n'ai pas cherché à adopter une posture subversive ou subversive inversée. Mais il se trouve effectivement que quand je me souviens, quand j'étais plus jeune, qu'on m'avait demandé sur quoi j'avais fait ma thèse et que j'avais répondu sur Platon, parce que c'était déjà Platon à l'époque, on m'avait demandé s'il n'y avait pas plus urgent à faire, mieux à faire, plus actuel. Cette réflexion n'était pas une réflexion de quelqu'un qui était du milieu, du métier, mais une réflexion d'amateur éclairé, si on peut dire les choses ainsi. Je dois dire que je suis assez contente d'être inactuelle, en fait. Je ne crois pas au progrès du tout. Sinon, je n'aurais pas travaillé sur Platon, ni sur l'Antiquité. Je ne cherche en aucun cas à être subversive, mais en revanche, je cherche à m'éloigner de mon époque. C'est-à-dire à faire ce que Nietzsche, finalement, nous invitait à faire dans un aphorisme de « humain trop humain », lorsqu'il
lorsqu'il expliquait que étudier les pensées anciennes, c'était comme faire un voyage, c'était s'éloigner du rivage de l'actualité pour mieux voir les contours de ce rivage. Et je pense nécessaire de s'éloigner. Et s'éloigner, ça peut être s'éloigner en s'éloignant, en explorant des pensées d'ailleurs, mais c'est aussi s'éloigner en étudiant des pensées d'autrefois, entre guillemets. Et un tel éloignement me paraît propice à la remise en évidence de nos préjugés, à la remise en question, pardon, de nos évidences et de nos préjugés, plus exactement. C'est-à-dire, ça me paraît propice à développer l'esprit critique. Alors, en d'autres termes, et pour revenir sur la question de la subversion, pour moi, travailler sur ce penseur antique, eh bien, c'est l'occasion de faire acte de philosophie au sens où il l'entend et au sens où je l'entends avec lui. C'est-à-dire refuser de penser qu'on a raison a priori, refuser de penser que ce qu'on pense spontanément est de la pensée, est quelque chose qui n'a pas à être remis en question. Et il me semble que la subversion, en fait, elle est là. C'est-à-dire, la subversion consiste à accepter, en fréquentant de l'altérité, quelle qu'elle soit, à accepter donc que ce que l'on croit aller de soi, en fait, n'aille pas du tout de soi en réalité. Voilà. Alors, ce qui ne va pas de soi, précisément, quand on étudie les philosophes, c'est finalement tout ce que la postérité d'un philosophe transmet, c'est-à-dire souvent un ensemble d'idées reçues qu'on peut avoir sur ce philosophe-là. Et s'il y a bien une idée reçue qui est au cœur de la première partie de votre ouvrage, c'est ce rapport entre Platon et les poètes. Puisque l'image d'Épinal, si j'ose dire, sur Platon, c'est que Platon est l'ennemi des poètes, Platon n'aime pas la poésie, voilà. Et précisément, dans votre première partie, vous attaquez, vous critiquez donc cette idée reçue. Oui, alors il y a des étudiants dans la salle qui m'ont entendu 1000 fois le dire, donc je m'en excuse auprès d'eux pour cette énième répétition, mais effectivement, ça m'a toujours fait bondir, cette idée reçue selon laquelle Platon serait l'ennemi des poètes, comme si ça allait de soi. Alors déjà, il y a un premier problème là-dedans, c'est que les poètes, c'est une catégorie vaste dans laquelle il y a beaucoup de choses, beaucoup de gens, beaucoup de poètes, justement. Et Platon, qui est, contrairement à ce qu'on croit, en général, l'ennemi, non pas des poètes pour le coup, mais des idées qui tombent du ciel, c'est-à-dire des grandes catégories générales. Platon ne parle pas des poètes en général, absolument pas. Il parle ad hominem. Platon, c'est un peu ça, c'est aussi une image que j'aime bien employer, c'est un peu le Sartre de son temps, c'est-à-dire c'est un penseur engagé, complètement engagé dans son temps. Et lorsqu'il parle des poètes, il parle non pas des poètes, mais il parle par exemple d'Homère, il parle des tragiques. Et en l'occurrence, en ce qui concerne Homère et les tragiques, oui, pour le coup, il est extrêmement critique à leur égard, étant donné leur position dans la cité athénienne, la cité de son époque. Et son but, c'est de déboulonner des idoles, c'est de se faire critique de la culture de son temps. Mais en revanche, il n'y a, à mon sens, aucun mépris, aucun rejet, tout au contraire, du discours poétique, c'est-à-dire des histoires, des mutoi en grec. Tout au contraire, me semble-t-il, et il suffit pour s'en convaincre de lire de près, mais de lire ce qui est écrit littéralement, le début de ce qui dans le livre 2 est consacré à l'éducation des futurs gardiens de la cité. Et dans ce début, qu'est-ce qu'on lit ? Eh bien, on lit que l'éducation commence par la gymnastique et par la musique. Et dans la musique, elle commence par les discours, et dans les discours, elle commence par ce qui est appelé, et ce qu'on traduit malheureusement par les discours faux, ce dont on s'empresse de déduire que, vous voyez bien, Platon il dit les histoires c'est des discours faux, les faux c'est pas bien.
Donc forcément, il trouve que les histoires, c'est pas bien. Sauf que, en réalité, si on continue à lire le texte, de quoi s'aperçoit-on ? C'est qu'il ne s'agit absolument pas de remettre en cause une éducation qui repose sur des discours faux, mais tout au contraire, de tirer des conséquences du fait que l'éducation commence par là, et qu'elle doit commencer par là, puisque qu'est-ce qu'on fait avec les enfants ? La première chose qu'on commence à faire avec les petits-enfants, on leur raconte des histoires. Et c'est le premier geste éducatif. Et il ne s'agit absolument pas de ne pas en raconter. Il s'agit seulement, puisque c'est un geste éducatif, de ne pas leur raconter n'importe quoi. Et c'est précisément parce que les histoires sont importantes pour l'éducation et centrales dans l'éducation, c'est précisément parce qu'on éduque par les histoires qu'il est nécessaire de se poser la question de savoir quelles histoires on racontera. Donc les discours faux de République 2 ne sont pas des discours faux au sens de « c'est pas vrai, c'est pas bien », ça signifie seulement que ce sont des discours fictifs. C'est de la fiction. Et de ce point de vue-là, il n'y a aucun mépris, aucun rejet, tout au contraire. Et c'est tout l'objet de ma première partie, comme vous l'aurez vu, je pense, que de revenir en fait de près sur ces disques, de très près en fait sur ces passages de République 2 et 3. Pour montrer qu'il y a une réflexion platonicienne, alors pas seulement d'ailleurs dans République 2 et 3, mais dans d'autres passages et dialogues, pour montrer qu'il y a une réflexion platonicienne sur qu'est-ce que c'est qu'une histoire, qu'est-ce qu'on fait quand on raconte une histoire, et pour montrer que ce qu'on fait, c'est quelque chose de fondamental, de très important, c'est-à-dire que à l'insu même de ceux à qui on raconte une histoire, c'est-à-dire en priorité les jeunes gens, les jeunes enfants, eh bien, à leur insu même, on leur inculque en passant des valeurs. Et ce, non pas d'ailleurs de manière volontariste, non pas parce qu'on veut leur faire passer des messages subliminaux, non pas parce qu'on veut leur inculquer des valeurs, mais parce qu'à l'insu même du poète qui raconte une histoire, se grave dans cette histoire qu'il raconte, dans sa manière de la raconter, s'inscrivent ses propres opinions, ses propres valeurs, et les valeurs qu'il inscrit, encore une fois, de manière non volontariste, non consciente, dans ce qu'il raconte, eh bien, ces valeurs, elles se transmettent à l'insu du public dans l'âme, comme le dit Platon, dans l'âme de ceux à qui l'histoire est racontée. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui est néfaste, c'est quelque chose qui est absolument nécessaire. Il n'y a pas d'éducation sans ça, il n'y a pas d'être humain sans ça, il n'y a pas de cité politique sans ça. C'est pourquoi Platon n'est absolument pas l'ennemi des poètes, mais, me semble-t-il, les met au centre de l'éducation, au centre de la cité, comme on le voit, alors qu'on on le voit dans les lois, mais on le voit aussi dans la République. Et c'est ainsi que je lis le fameux passage sur ce qu'on appelle le mensonge, la justification du mensonge en politique. J'y vois plutôt une réflexion sur la nécessité de souder une collectivité humaine autour d'une histoire, qui est l'histoire de ses origines, l'histoire de son histoire, parce que c'est ça qui cimente en fait une collectivité, et il est nécessaire de cimenter une collectivité, de faire son unité. Donc Platon n'est, à mon sens, effectivement, pas l'ennemi des poètes, comme le montre aussi le fait qu'il les cite abondamment, et comme le montre aussi le fait que, bien entendu, il prétend lui aussi raconter des histoires. Voilà, ce sont les fameux mythes platoniciens, qui sont d'ailleurs en général la première chose qu'on retient de Platon et la première chose qui donne envie de lire ces dialogues. Enfin, voilà. Si on lit Platon, c'est souvent à cause de ces histoires, et d'ailleurs, j'ai pas fait exception. Alors précisément sur ces histoires, votre seconde partie qui s'intitule « Qu'il n'y a pas de philosophie sans mythe », donc s'intéresse à la place du mythe dans l'œuvre de Platon. Alors le mythe, traditionnellement, on le range rapidement du côté de l'imaginaire, des histoires, du fictif. Et en fait, il serait ici indispensable aux philosophes. Alors pourquoi serait-il indispensable aux philosophes, le mythe ? Alors, d'abord, il faut... le problème, en fait, c'est que quand on travaille sur de la philosophie ancienne, il faut parler grec et penser en grec. Et donc, le premier problème qu'on rencontre, c'est la surdétermination, en fait, du terme de mythe pour nous.
et le fait que, surtout dans un contexte antique, ce terme ait des connotations qui ne sont pas celles, à mon sens, que l'on trouve dans Platon. Parce que lorsque Platon, qui est grec, écrit mutos, il ne dit rien de technique, il ne dit rien de particulier, il emploie comme toujours d'ailleurs en réalité, un mot du vocabulaire courant et qui ne signifie absolument rien de spécial, qui signifie seulement une histoire qu'on raconte, c'est-à-dire de la fiction. Voilà. Mythe, ça signifie ça. Et ça signifie ça aussi bien en ce qui concerne les histoires, les histoires qui sont racontées dans le cadre de sa culture, que les histoires qu'il raconte lui. Parce que nous, en plus, quand on entend l'expression mythe platonicien, on a l'impression qu'il y a quelque chose de particulier dans ces mythes platoniciens, et que lorsque Platon écrit des mythes, eh bien, il écrit des histoires qui sont des histoires spéciales, particulières. Mais quand Platon, me semble-t-il, dans ses dialogues, écrit un mythos, il est en train, à ses propres yeux, de ne rien faire de plus que ce que fait n'importe quel poète dans sa culture, dans sa civilisation, qui raconte une histoire. Et donc, je pense tout d'abord que ce qu'on appelle les mythes platoniciens sont exactement sur le même plan que les mythes, c'est-à-dire les récits, les histoires qui étaient racontées dans l'Antiquité, que ces histoires soient les histoires qu'on raconte aux gamins pour les endormir le soir, les nourrices, ou que ces histoires soient les histoires racontées dans les poèmes épiques, par exemple, dans Hésiode ou dans Homère. Tout ça, c'est sur le même plan. Donc ça, c'est un premier point. Un second point, c'est que il me semble que, il y a deux choses qu'il faut avoir en tête. Pour nous, il y a une question qui se pose, qui est que, mais comment se fait-il qu'un philosophe, c'est-à-dire un type qui est censé user de sa raison et d'arguments rationnels, recourt de manière aussi régulière, pesante, je trouve pas le terme, c'est pas pesante, enfin bref, massive, voilà, à des mythes, à des récits, à des histoires. Est-ce que c'est pas contradictoire avec une posture philosophique, surtout avec la posture supposée platonicienne, qui est la posture qui consiste à prôner, ou qui consisterait à prôner donc une argumentation rationnelle, de la démonstration comme étant proprement philosophique, par opposition au discours des orateurs qui sont ou seraient abondamment critiqués. Alors ça, cette opposition, cette supposée opposition entre une écriture philosophique et une écriture qui consiste à écrire des histoires, il me semble que c'est une construction qui ne correspond pas à la réalité de ce que l'on trouve dans les dialogues platoniciens. Puisque, il me semble, et ça me paraît un point fondamental, c'est que il me semble que ce que Platon appelle philosophe n'est évidemment rien à voir avec ce que nous appelons nous aujourd'hui philosophe. Il ne s'agit pas il ne s'agit pas d'une profession, il ne s'agit pas de quelque chose qui donne lieu à un cursus universitaire et des diplômes. Il ne s'agit pas non plus de quelque chose qui se réalise dans l'écriture, absolument pas. Être philosophe, ce n'est pas écrire, et encore moins écrire de la philosophie. L'écriture est quelque chose de contingent par rapport à la pratique philosophique. Et il me semble, pour aller un petit peu plus loin, que chez Platon, donc, le philosophe, c'est celui, il se caractérise non pas par une forme de discours particulière, mais par certaines opinions, comme on traduit le terme doxa le terme grec doxa, on traduit par opinion en général, ce qui me paraît souvent pas très judicieux, étant donné les connotations aujourd'hui très péjoratives, notamment dans le milieu philosophique du terme de opinion. Mais bon, peu importe. Il me semble donc que le philosophe, c'est celui qui a certaines opinions et qui se caractérise par certaines opinions, certaines doxae, c'est-à-dire par certains points de vue. Et
Et donc, ce qui est philosophique, ce n'est pas d'avoir un discours qui se présente sous une forme plutôt que sous une autre, sous une forme dite argumentative ou démonstrative plutôt que sous une forme qui serait une forme de récit, mais c'est considérer que certaines choses sont telles. Par exemple, être philosophe, c'est, pour un certain nombre de raisons qui sont explicitées, développées dans certains passages, c'est poser l'immortalité de l'âme. C'est poser qu'il y a des dieux, etc., etc. Donc ce sont des opinions qui font qu'un discours est philosophique, et non pas sa forme. Par conséquent, de ce point de vue-là, il n'y a aucune contradiction, aucun problème en soi, pour Platon. Je ne parle pas de nous. Nous avons d'autres évidences, d'autres a priori, d'autres préjugés, peu importe le terme qu'on emploie. Dans notre paradigme à nous, les choses sont différentes. Mais du point de vue platonicien, et dans le paradigme platonicien, il n'y a pas de question qui se pose, en fait. C'est-à-dire, le fait de recourir à des histoires n'est pas un problème en soi. Et le troisième point, et pour avancer dans la réponse à cette question sur le caractère indispensable des histoires aux philosophes, le troisième point qu'il faut avoir en tête, c'est que il y a une critique platonicienne, notamment dans le Phèdre, de la posture savante, c'est-à-dire la posture des sophistes. C'est comme ça que Platon les appelle, comme ça qu'il étiquette une certaine catégorie de son époque, les sophistes, qui consiste à prendre les histoires, donc ce qu'on traduit par les mythes, mais les récits, les fictions, comme objet d'étude et à les interpréter en cherchant à leur donner, un contenu qui soit acceptable. Et dans le Phèdre, il y a un passage du Phèdre tout à fait célèbre où Socrate explique que les sophistes, les savants, ce sont des gens qui, confrontés à ce qu'on appelle, nous, des récits de la mythologie grecque, ce qui est une catégorie tout à fait problématique, mais peu importe, eh bien, ces sophistes, confrontés à ce genre d'histoire, par exemple, l'histoire, alors c'est dans le passage du Phèdre en question, il s'agit de l'histoire de la nymphe Eurytique qui aurait été enlevée par le vent Borée. Eh bien, Socrate critique l'interprétation de ces savants qui expliquent que si on raconte ça, c'est parce que un jour, sur un rocher, il y avait une gamine une jeune fille qui jouait avec ses copines à la balle, et une tempête s'est élevée, un coup de vent l'a précipitée du haut du rocher, elle s'est fracassée la tête et en est morte. Et disent les sophistes, disent ces savants, c'est d'où l'origine de cette histoire. Et donc dans ce passage du Phèdre, Socrate critique cette posture qui consiste à chercher à rationaliser en fait quelque chose qui forcément en soi apparaît comme un discours qui n'a ni queue ni tête, puisque bien entendu qu'il n'y a pas eu de nymphe Eurytique enlevée par un vent Borée. Donc le Socrate de Platon critique cette posture et fait observer que c'est une posture de savant, mais ce n'est pas une posture philosophique. La posture du philosophe, alors je raccourcis les choses parce que je brasse un certain nombre de textes ici, mais la posture du philosophe, c'est l'inverse de la posture du sophiste. Le sophiste, il est caractérisé par Platon, en tout cas, comme un athée, comme un matérialiste, et comme quelqu'un qui, par conséquent, croit savoir. Le philosophe, c'est celui qui, par définition, sait qu'il ne sait pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'a aucune opinion, ça veut dire qu'il a des thèses comme tout le monde, il a des opinions comme tout le monde, mais il sait que ce qu'il pense, ce n'est pas quelque chose qui est une certitude ou une vérité révélée qu'il pourrait imposer à la terre entière. Voilà. Et donc le philosophe, lui, est curieux de tout discours, intéressé par tout discours, et son rapport aux histoires est un rapport entre guillemets naïf, un rapport spontané, un rapport d'écoute en fait. Le philosophe s'oppose au sophiste en ce que, par rapport aux histoires, il n'est pas dans une posture sceptique justement. Et les histoires, en tant qu'elles ont, selon Platon, une prétention à dire quelque chose. Elles veulent dire quelque chose, les histoires. Ce qu'elles veulent dire peut être vrai, ce qu'elles veulent dire peut être faux, mais elles veulent dire quelque chose. Et le philosophe qui cherche à savoir, il a envie d'entendre une histoire qui prétend lui transmettre un savoir. Donc les histoires, pour le philosophe, sont fondamentales.
Et Platon est un excellent écrivain d'histoire, de mythes, puisque certains de ces mythes sont quand même passés à la postérité. On pense à l'Atlantide, mythe des androgynes. Enfin, je pourrais rallonger la liste, bien évidemment. Platon, c'est un grand écrivain. Est-ce que, alors quand je dis ça, c'est plus une question qu'une affirmation pour vous. Est-ce que l'œuvre de Platon, c'est à la fois de la philosophie et de la littérature? Est-ce que Platon est à la fois un philosophe et un écrivain? Alors, merci pour cette question qui, nécessite en fait de revenir sur ces catégories. C'est-à-dire que en fait, la question, elle est double parce que elle peut s'entendre de deux façons. Elle peut s'entendre de notre point de vue à nous, avec nos catégories à nous, ou elle peut s'entendre avec les catégories platoniciennes. Et c'est pas du tout la même chose pour le coup. Voilà, nos catégories et les catégories platoniciennes. Et je pense qu'un certain nombre de malentendus vient de ce que l'on plaque nos catégories sur ce qui se passe dans l'Antiquité. Je ne veux pas dire par là que nos catégories ne sont pas légitimes. Elles sont le fruit d'une histoire, elles ont leur raison d'être. Mais précisément, il me semble important de prendre conscience qu'elles sont précisément le fruit d'une histoire, c'est-à-dire d'une histoire qui est une histoire historique au sens strict, mais une histoire sociale, une histoire politique, une histoire idéologique, une histoire aussi de conflit en fait, parce que voilà, toute la question est de savoir si on peut prétendre au titre honorifique de philosophe ou d'écrivain dans cette société, avec toute la question aussi de savoir c'est qui le meilleur en fait. Est-ce que c'est mieux d'être philosophe? Est-ce que c'est mieux d'être écrivain? Qu'est-ce qui est socialement le plus important, le plus reconnu, donne le plus d'audience, le plus de légitimité, etc. etc. Voilà, ces catégories-là, elles se posent de cette façon. Et elles sont le fruit d'une histoire longue que j'ai un peu évoquée brièvement, malgré tout, dans mon introduction. Puisque philosophe et écrivain, ça ne recouvre pas à toutes les époques la même chose. Alors, bon, pour continuer avec nos catégories, qui encore une fois ont leur légitimité, mais il faut savoir, la question est de savoir dans quel cadre on pose la question. Avec nos catégories, qu'en est-il de Platon? Eh bien, il me semble que avec nos catégories, le Platon ne se situe pas clairement du côté de la philosophie. En effet, les dialogues sont, de mon point de vue, d'abord des œuvres construites. Alors, il me paraît assez aller de soi, il me paraît évident qu'elle relève de la dramaturgie. Enfin, on est dans le cadre du théâtre, on a des personnages qui sont caractérisés, ce sont pas des abstractions, on n'est pas dans Descartes, par exemple, on n'est pas dans Hume non plus. Les personnages qui sont mis en scène sont des personnages qui sont des personnages réels et qui, d'ailleurs, du coup, pour les lecteurs de l'Antiquité, faisaient référence à des gens qu'ils connaissaient bien voilà, qui avaient donc des personnalités et des statuts sociaux que le lecteur antique avait en tête. Mais c'est toujours le cas, ce sont donc des personnages identifiés, caractérisés socialement, caractérisés psychologiquement. Socrate fait partie de ces personnages, il est lui aussi caractérisé psychologiquement, socialement, etc., etc. Et il se passe quelque chose, les dialogues ont un début, une fin, un milieu, une fin. Et tout ça, c'est une construction de telle sorte que si on veut lire de manière appropriée, à mon sens, les dialogues platoniciens, il est totalement non pertinent d'en extraire uniquement ce que dit Socrate pour dire, voilà ce qu'il faut en tirer. C'est dans l'interaction entre les personnages et dans l'évolution de leur rapport, de la situation qui n'est pas seulement intellectuelle, mais qui est aussi sociale, qui est aussi, il se passe aussi des choses entre les personnages. C'est dans tout ça que se situe ce que veulent dire les dialogues, et pas du tout uniquement dans ce que dit Socrate. Et ça, de mon point de vue, ça implique un regard qui est plutôt celui des études littéraires sur le texte platonicien. C'est en ce sens-là que je défendrai que Platon est d'abord un écrivain.
S'il est aussi un philosophe, c'est dans la mesure où ce qui se dégage des dialogues eh bien, s'inscrit dans une histoire des idées qui est pour nous l'histoire de la philosophie. Et en ce sens-là, alors on peut dire qu'il est aussi philosophe, mais il est philosophe aussi dans le cadre de la construction en fait, de notre histoire de la philosophie. Ça, c'est du côté, brièvement, en ce qui concerne nos catégories. Maintenant, en ce qui concerne Platon, qu'est-ce que Platon pensait faire ? Ça, c'est une question qui est délicate. Je ne suis pas du tout sûre que... Alors, je ne sais pas si Platon se considérait comme philosophe. En revanche, je ne suis pas... Je suis assez dubitative sur l'idée que Platon aurait voulu écrire de la philosophie. Je pense qu'en écrivant des dialogues, il ne pense pas écrire de la philosophie, tout simplement parce que de la philosophie, ça ne s'écrit pas. Non pas d'ailleurs à cause du fameux Phèdre, du fameux texte de la fin du Phèdre qu'on résume en disant qu'il s'agit d'une critique de l'écriture. Et d'une opposition entre écriture et oralité, voilà. Non pas tellement à cause de ça, mais plutôt parce que être philosophe, c'est une posture existentielle qui se décline dans les actes, dans les paroles, et ces paroles peuvent être orales ou écrites, mais il n'y a aucune nécessité à ce qu'elles soient écrites. Et donc, de mon point de vue, il me semble en tout cas que Platon n'a pas en tête d'écrire de la philosophie. En revanche, peut-être qu'il considère qu'il écrit en philosophe, de la même façon qu'il dit à la fin du Phèdre qu'on peut écrire en philosophe ou pas. Voilà. Est-ce qu'il se considère comme écrivain ? Alors évidemment, la catégorie d'écrivain doit être retraduite en grec ancien. Est-ce qu'il se considère à ce moment-là comme poète ? Je pense en tout cas qu'il aurait bien aimé l'être. Et je pense que oui. Je pense qu'il cherche à être poète. Il me semble que c'est son ambition. Je vois Platon comme quelqu'un de assez orgueilleux, on va dire. J'ai l'impression que, mon sentiment, c'est qu'il a envie d'être Homère à la place d'Homère. Bon, voilà. Donc, il me semble en tout cas que les dialogues tels qu'il les écrit, non pas du tout parce qu'ils contiennent ce qu'on appelle des mythes platoniciens, mais parce qu'ils sont, comme je l'ai rappelé, des œuvres construites et des pièces de théâtre, pour aller vite. Il me semble que Platon, en écrivant ça, ne peut pas ne pas croire, penser qu'il fait œuvre de poète. Donc en ce sens-là, je dirais que pour Platon, ces dialogues sont des œuvres de poète, peut-être des œuvres de poète philosophe au sens de poète qui écrit en philosophe, mais encore, c'est pas tout à fait sûr. En revanche, il ne s'agit en aucun cas, à mon sens, pour lui, de son point de vue à lui, ce qui est restrictif, il ne s'agit pas d'œuvres de philosophie. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Alors, donc, votre ouvrage aussi questionne la question très importante de la lecture et emploie à plusieurs reprises la notion de lecture naïve. Est-ce que vous pourriez définir ce concept ? Alors, la lecture naïve, cette idée est née en fait d'une collaboration avec une amie qui est dans la salle, où nous avons, depuis quelques années, pendant plusieurs années, nous avons réfléchi ensemble donc avec Anne Coignard, sur la lecture, sur ce que c'est que lire, sur ce que c'est que lire de la littérature, lire de la fiction. Surtout dans le cadre du séminaire Emma Senou que nous avons organisé à l'UT2J, enfin autrefois au Mirail. Bref, voilà. Et il s'agissait pour moi de mener dans ce cadre-là, en collaboration donc avec Anne, une réflexion qui était une réflexion parallèle à mon travail sur Platon. C'est pas que je ne voyais pas de lien a priori, mais je ne cherchais pas spécialement à en faire spontanément.
je m'intéresse toujours à beaucoup de choses, Platon évidemment, à la philosophie ancienne plus généralement, mais aussi donc au rapport aux littératures et philosophie, comme vous l'avez rappelé quand vous avez présenté. Et donc, voilà, on a eu Anne m'a donné cette opportunité de mener cette réflexion avec elle. Et notre propos était de réfléchir sur la lecture, j'allais dire ordinaire, normale, la lecture que l'on fait parce qu'on aime lire, qu'on a envie de lire, et pas du tout parce qu'on a un article à écrire, ou un cours à faire, ou une thèse à écrire, ou Dieu sait quoi, de ce genre, en fait. Pourquoi lit-on, comment lit-on, qu'est-ce qu'on cherche quand on lit, et on a ce qu'on a exploré dans le cadre de ces séminaires, c'est le fait que quand on lit spontanément, lorsqu'on n'est pas en train de chercher à faire une explication de texte dans un cadre scolaire universitaire, on lit pour le plaisir. Et qu'est-ce qui se passe quand on lit ? Eh bien, il y a des émotions, il y a une identification au personnage, ou au contraire une non-identification, un refus, un rejet. Il y a des jugements de valeur, on est indigné, on est surpris, etc., etc. Bref, voilà. Et donc, ce qui nous intéressait, c'était ça. Et nous avons identifié ça, si je puis dire, à quelque chose comme la lecture naïve, entre guillemets, par opposition à la lecture, entre guillemets, savante, c'est-à-dire la lecture qui est une lecture distanciée, qui prend le texte comme objet d'étude. Alors, le but n'était pas du tout de délégitimer, dévaloriser cette posture-là, mais c'était de dire de faire observer que, avant tout, dans toute lecture, dans toute démarche de lecture, il y a d'abord la lecture, entre guillemets, naïve. Mais qu'est-ce que nous voulions dire par là ? Donc naïf, c'était par opposition à savant. Mais naïf ne signifie pas une lecture, je sais pas, bébête, ou une lecture non informée, ou une lecture vierge de tout présupposé, a priori. Un lecteur lit avec ce qu'il a comme bagage en lui, il lit avec ce qu'il est, et ce qu'il est, c'est aussi ce qu'a fait de lui son éducation, ce qu'a fait de lui la société, ce qu'ont fait de lui ses études. Et de cela, on ne peut pas non plus faire abstraction. Donc une lecture naïve ne signifie pas une lecture qui soit nécessairement dépourvue, totalement non informée. Ça peut l'être, mais ça peut ne pas l'être. C'est une lecture qui est une lecture, encore une fois, non professionnelle, et une lecture qui refuse. C'est pas qu'elle refuse d'ailleurs, c'est une lecture qui n'est pas la lecture de celui qui, encore une fois, doit produire une explication ou produire un texte. C'est ça que nous avions appelé la lecture naïve, et cette réflexion que nous avons menée ensemble a rejoint mon travail sur Platon, parce que précisément, dans le Phèdre, l'opposition que j'évoquais tout à l'heure entre la posture du sophiste par rapport aux histoires et la posture du philosophe par rapport aux histoires, eh bien, elle est très exactement identifiée par Platon à une opposition entre une posture savante et une posture naïve. C'est l'adjectif qu'il emploie, ou tout au moins, c'est la façon dont on traduit en français l'adjectif qu'il emploie pour désigner cette posture-là. Et de ce fait, notre travail, dans le cadre du séminaire Emma c'est nous, en allusion évidemment, avec un clin d'œil à Emma Bovary, qui est supposée être une mauvaise lectrice, une lectrice bovariste, bref. Eh bien, je me suis ainsi aperçue que le travail que je menais sur Platon rejoignait le travail que nous menions dans le cadre de ce séminaire, et cette réflexion sur la lecture naïve, qui, encore une fois, où naïve doit être pris avec des pincettes, effectivement. C'est pas... nous n'avons pas non plus la naïveté de croire qu'une telle lecture est vierge de toute connaissance, en fait. Voilà. Alors, ce rapport du lecteur au texte, il est finement analysé dans un passage où vous évoquez la vérité de la fiction. Donc là, je vais lire un passage.
Nous savons bien que les histoires ne sont que des histoires, c'est-à-dire qu'elles ne prétendent pas raconter des faits avérés, aussi réalistes et vraisemblables soient ceux qu'elles mettent en scène. Nous savons qu'aucune princesse de Clèves historique n'a aimé aucun duc de Nemours historique. C'est l'oralité en même temps. N'a aimé aucun duc de Nemours historique de la manière dont le raconte Madame de Lafayette. Cela ne nous empêche pourtant pas de lire ce roman et de le trouver éventuellement vrai. Il ne s'agit pas alors de vérité factuelle, d'exactitude historique, mais d'un autre sens de vérité qui, du reste, n'exclut pas le sens littéral, mais ne le requiert pas non plus. Qu'une véritable princesse de Clèves ait vécu ou non l'histoire d'amour que raconte la romancière, que l'histoire soit factuellement vraie, ne change pas le fait qu'il puisse y avoir une vérité de cette histoire. Cette vérité n'est pas alors la vérité des faits matériels, mais la vérité du tupos qui l'informe, la vérité de sa structure, de son déroulement, de son dénouement, la vérité de fond, la vérité de la leçon qui se dégage du récit. Alors comment est-ce qu'on pourrait plus précisément encore définir cette vérité de la fiction ? Cette vérité de la fiction, il me semble que c'est celle dont on fait l'épreuve quand on lit une histoire qui fait écho à notre expérience, en fait. C'est-à-dire qu'il me semble que, ou en tout cas, pour moi, c'est comme ça que ça s'est passé. On commence par lire des histoires, et d'ailleurs, on continue, en ce qui me concerne, par lire des histoires pour s'évader, pour se distraire, pour le plaisir. Et je ne vois pas là, je vois pas que ce soit une forme de lecture inférieure. Voilà. C'est pour moi la plus légitime. Voyager, oublier, se distraire. Et puis quand on est jeune, quand on est petit, eh bien, on lit pour ça. On lit pour oublier, on lit parce qu'on est seul, on lit parce qu'on a envie, parce qu'on s'emmerde, enfin, je sais pas, voilà. On lit pour passer le temps, etc., etc. Et puis, un jour, on lit ou on relit une histoire qu'on avait déjà lue. Si on relit, on lit une histoire, et puis on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui se passe. Tout à coup, enfin, il me semble en tout cas, tout à coup, on comprend quelque chose. Et on comprend quelque chose, c'est pas qu'on comprend quelque chose de nouveau, mais c'est qu'on s'aperçoit que ces histoires qu'on lit, qu'on lisait et qu'on lit toujours, et Dieu merci, pour passer le temps, pour se faire plaisir, pour se distraire, pour oublier, etc., etc., eh bien, en fait, elles disent quelque chose. Et elles disent quelque chose dans quoi on reconnaît quelque chose. Pour moi, il s'agit d'un plaisir de reconnaissance. Ce plaisir de reconnaissance, c'est l'écho qu'il y a entre l'histoire qu'on lit, s'il s'agit de lecture, mais qu'on peut écouter aussi, entendre, et puis l'expérience que l'on a faite, enfin les expériences que l'on a faites, puisque au bout d'un certain temps, il y a des expériences qui s'accumulent. Et il me semble que lorsqu'on dit « comme c'est vrai », c'est parce que il y a un écho entre ce qui est raconté dans la fiction et ce qu'on a vécu, et écho que l'histoire éveille, et ce qui et la vérité qu'on y voit, eh bien, c'est c'est ce qui se dégage de cette histoire, qui est ce qu'on a vécu et ce qu'on reconnaît, en fait. Donc la vérité des histoires, c'est la vérité que nous possédons déjà, en réalité. Alors là, c'est hyper platonicien ce que je dis, évidemment, mais on ne travaille pas, 30 ans, je ne sais plus, sur Platon sans être déformé, malade, enfin, etc. Ça se soigne ? Non. Non, c'est sans espoir. Voilà, je crois profondément que le voyage que nous fait accomplir une histoire n'est pas un voyage qui nous ouvre, comme on le dit souvent, à d'autres expériences, mais c'est un voyage qui nous reconduit par le biais d'une altérité apparente,
à notre propre expérience. Et pour moi, c'est ça la vérité des histoires. Dans les toutes dernières pages du livre, il y a des pages magnifiques, voilà, qui concluent le livre. Donc, je vais en faire également une lecture. Il me semblait important pour cette rencontre de faire des lectures, parce que lecture à haute voix aussi, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, notamment pour la philosophie. Un texte de philosophie aussi, ça se lit à haute voix, ça s'incarne dans la voix auprès des étudiants. Et ce sont des pages qui, par une sorte de mise en abîme, déplacent la question du mythe à la personne de Platon en lui-même, et à la question de, finalement, qu'est-ce qu'évoque le nom de Platon ? Tout nom propre est un mythe, avec ce que cela comporte de pouvoir d'évocation, c'est-à-dire de mystère et de magie, avec tout ce que cela comporte de littéraire. Un nom, donc une personne, ou un personnage, donc une histoire. De ce fait, la survivance des noms propres en philosophie est le signe d'un ancrage biographique persistant du doctrinal. Donc le signe que le récit est le genre originel. Et ce que nous appelons la philosophie reste ainsi pour nous le fait d'un individu singulier qui s'exprime en elle et fait signe vers un être, une vie en qui elle s'incarnait. Je dis Platon, et immédiatement se lèvent les mystérieuses idées ou formes. Socrate porte à sa bouche une coupe pleine de poison. Les cigales se mettent à chanter. Un char ailé s'élance dans le ciel. Un gouffre sombre s'ouvre. Des ombres s'agitent sur une paroi rocheuse. Je dis Platon, et d'étranges murmures s'élèvent. Nul n'est méchant de son plein gré. C'est par le beau que les belles choses deviennent belles. Tant que les philosophes ne seront pas rois ou les rois philosophes, il n'y aura pas de cesse aux maux dont souffrent les cités. Les noms propres sont comme les voyelles. Ils ont des couleurs. Ils n'ont pas seulement des couleurs, ils sont également sonores et ils ont un goût. Ils ouvrent tout un monde de sensations confuses, de représentations indistinctes. Le nom de Platon est à soi seul un mythe, comme tout nom propre, mais plus encore que n'importe quel autre dans l'histoire de la philosophie, parce qu'à lui sont attachées des pensées qui sont devenues des mythes, et des mythes que l'on ne cesse de scruter pour en extraire la pensée. Au fond, il importe peut-être peu de savoir ce qu'en pensait réellement Platon en général et des poètes en particulier. Ce qui importe en revanche, ce qui est sans aucun doute révélateur de quelque chose à propos de notre société, c'est l'utilisation que l'on n'a jamais cessé de faire de son nom et de sa pensée. Le philosophe qui racontait des histoires et le philosophe sur lequel on ne cesse de raconter des histoires. Donc cette fin tout à fait magnifique, effectivement, pointe sur le nom de Platon en lui-même. Donc, est-ce qu'il y a encore des choses à raconter sur Platon ? Oh oui. Je suis là pour le prouver. Oui, il y a encore des choses à raconter sur Platon. D'abord, merci pour la lecture, parce que je suis très attachée aussi à la lecture, à l'oralité, à la lecture à voix haute. Il y a des gens dans la salle qui le savent, mais peu importe. C'est une autre question. Je suis également très sensible au nom. Cette page que vous avez lue, elle m'a été... peut-être que j'en fais état d'ailleurs un peu avant. Elle m'a été inspirée par Benjamin. J'ai quelques philosophes fétiches. Il y a Platon, évidemment. Mais il y a aussi Benjamin. Voilà. Il y en a d'autres. Et il y a un endroit, je ne sais plus où, Benjamin qui dit que les amants s'attachent à leur nom. Voilà, le nom,
il y a une magie du nom, comme vous l'avez lu. Et en ce qui concerne Platon, il y a une magie. Alors, il y a une magie qui est aussi une magie inversée, c'est-à-dire Platon, c'est quand même dans les dissertations des étudiants, c'est souvent la première partie, celle qu'il faut dépasser. C'est dans le cadre, dans certains cadres, en tout cas dans certains cercles, c'est ce qu'il faut citer parce qu'on est bien obligé d'en passer par là, mais c'est aussi ce dont il faut montrer que c'est dépassé ou c'est réac ou c'est je sais pas quoi. Bref, mais en même temps, voilà, c'est ce que je disais aussi au début, il est agaçant, c'est-à-dire on peut pas en faire l'économie malgré tout. Des choses à en dire, en raconter, oui, il y en a beaucoup parce que tout simplement, le Platon, nous le lisons maintenant nécessairement en langue, en français, ou en allemand, ou en anglais, ou en chinois, etc., dans des langues vivantes, plus en grec ancien. Or, les malentendus s'accumulent. C'est-à-dire qu'en fait, Platon, il date, si je puis dire, du point de vue historique, et il est recouvert pour nous par toute cette histoire, en fait, d'une part, qui est l'histoire de notre pensée, l'histoire, ce qu'on appelle l'histoire de la philosophie, et puis il est recouvert aussi par toutes ces traductions. Quand on le lit dans sa langue, et quand on essaie de revenir en arrière, c'est-à-dire de se remettre dans le bain de la culture, de la civilisation antique, eh bien, on s'aperçoit que ce qu'on lit en traduction nous déforme en fait sa pensée. Et je crois que Platon, et en plus Platon est d'ailleurs quelqu'un qui fait réagir. Platon, c'est comme, enfin pour moi c'est comme Nietzsche, c'est un sale gosse. C'est-à-dire il aime la provoque, c'est clair quoi. Il a toujours pris le contre-pied de ses contemporains. Il aime ça. Et je pense que de ce point de vue, Nietzsche est pour bien d'autres raisons très platonicien, hyper platonicien. Et donc il fait réagir et comme il fait réagir, eh bien on lui fait dire aussi certaines choses, on lui prête un certain nombre de choses. Donc il me semble qu'il y a encore beaucoup à dire parce qu'il y a beaucoup à dégrossir, beaucoup de traductions sur lesquelles revenir et beaucoup d'évidences à remettre en question à son sujet. Donc oui, moi je pense que Platon, on peut toujours le lire, oui. Enfin, en tout cas, moi je continuerai contre vents et marées, de toute façon, quelles que soient les circonstances. Alors donc Platon était très attaché au dialogue, comme vous le savez, donc nous allons ouvrir la partie d'échange. Donc si vous avez des questions... Par rapport au sous-titre, est-ce que vous pourriez commenter un petit peu la question de l'anthropologie et de fait? Ça me perturbe un peu parce que vous cherchez qu'est-ce que l'homme chez Platon, ou l'homme Platon, qu'est-ce que vous travaillez? Et puis, peut-être c'est un tic de langage, comme ce n'est pas ma langue maternelle. En français, souvent on dit fait religieux, fait social. Et là, vous dites fait poétique. Mais fait, je pensais à science, à une chose matérielle, à une chose plus empirique. Okay. Presque comme opposé de littérature et de poétique. Est-ce que vous pouviez développer fait et anthropologie, s'il vous plaît? Merci pour la question. Alors, anthropologie platonicienne, pourquoi anthropologie? Parce que donc c'est un ouvrage qui porte essentiellement, c'est un peu plus vaste que ça, mais peu importe, qui porte essentiellement, donc d'une part, sur la façon dont Platon voit les poètes, et ensuite d'autre part sur l'usage qu'il fait des histoires. Donc ça c'est l'objet. Or, il me semble que la réflexion platonicienne sur les poètes et sur les histoires, c'est une réflexion qui montre que les histoires et les discours poétiques sont essentiels pour l'être humain. C'est-à-dire, j'ai essayé de montrer que ce n'est pas seulement chez Aristote, dans le chapitre 4 de la poétique, qu'on a une réflexion sur l'importance
anthropologique de la fiction, c'est-à-dire sur l'importance de la fiction pour les êtres humains. Mais cette réflexion-là, il me semble qu'on la trouve chez Platon. Donc c'est en ce sens-là que je parlais d'anthropologie platonicienne, du fait poétique. Je vais revenir sur fait poétique. Je voulais dire par là que la réflexion platonicienne sur les histoires, sur les discours des poètes, est une réflexion qui est fondée sur une réflexion sur qu'est-ce que l'être humain et pourquoi c'est important pour un être humain les histoires et les discours poétiques. Donc ça, c'est pour la première partie. J'espère que c'est clair. Pour la deuxième partie, mais c'est lié, j'aurais pas dû diviser les choses. Par fait poétique, j'entendais... j'ai essayé de trouver un terme aussi général que possible pour désigner ce que je viens de vous dire, à savoir les histoires, les discours poétiques. Le fait poétique, j'entendais par là les histoires, en fait, les histoires, tout simplement. C'était pas quelque chose de scientifique, c'était juste, les histoires, c'est un fait. C'est quelque chose qui existe dans le monde, voyez. Et donc, il s'agissait d'expliquer, comment Platon abordait ce fait-là. Il y a des faits matériels et il y a des faits, entre guillemets, immatériels. On pourrait discuter sur le sens. Les histoires sont des faits sociaux. Voilà. On distingue souvent, et même on oppose souvent, mythos et logos. Qu'en est-il chez Platon ? Alors, il me semble que cette opposition n'existe pas chez Platon, si on entend par là une opposition entre un discours fictif et un discours rationnel. Alors, tout d'abord, en République 2, au moment où commence la réflexion sur l'éducation des futurs gardiens de la cité, éducation donc qui commence par la musique et plus précisément par les histoires, comme je le rappelais tout à l'heure, Socrate explique à son interlocuteur ou à ses interlocuteurs que l'éducation qui commence par la musique commence d'abord en fait par les discours. On commence par éduquer par des logoi, par des discours. Et il précise ensuite dans un second temps que l'éducation par les discours, c'est d'abord une éducation par un certain type de discours. Socrate dit, dans les discours, il y a des discours faux et des discours vrais. On commence par éduquer avec les discours faux, c'est-à-dire les fictions. Donc la première chose qu'il faut rappeler, c'est que mythos, c'est une sous-catégorie de logos. Un mythos, c'est un logos. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que il ne me semble pas qu'il y ait chez Platon donc une critique du mythos opposée à un logos qui serait légitime. On cite souvent, pour étayer cette thèse, un passage final du Gorgias. Je vais essayer de faire vite et de m'en rappeler aussi assez précisément, en même temps de pas trop rentrer dans les détails. Un passage du Gorgias où effectivement on trouve une opposition entre mythos et logos dans la mesure où, alors c'est à la fin du Gorgias, Socrate termine son dialogue avec Calliclès. Dialogue dans lequel il essaie de le convaincre, de le persuader ou convaincre, c'est pareil, que la vie, une vie bonne, c'est une vie de tempérance et non pas de plaisir. Et Calliclès renacle. Et Socrate lui dit, écoute, moi je vais te raconter quelque chose. Et Socrate dit ceci, je vais te raconter un truc, et toi tu diras que c'est un mythos, mais moi je prétends que c'est un logos. Et donc on dit, vous voyez bien, Platon, il dit que, il oppose mythos et logos. Mais pour un certain nombre de raisons, et si on scrute de près le texte, et si on rapproche d'autres textes, il me semble que ce qu'il est en train de dire, c'est pas que, pour lui, il y a une opposition entre mythos et logos, c'est que, pour Calliclès, il y a une telle opposition. C'est-à-dire, ce que Socrate est en train de dire, c'est que, toi, Calliclès, moi je vais te raconter une histoire, c'est le mythe final ce qu'on appelle le mythe final du Gorgias. Je vais te raconter une histoire, et toi, Calliclès, tu vas dire, oui, mais c'est du mythos, c'est de la fiction, c'est-à-dire, ça veut rien dire en fait. Et moi, Socrate, je te dis que ça veut dire quelque chose, et que c'est un logos parce que ça veut dire quelque chose. En effet, en grec, le verbe legein se traduit selon les contextes par dire, je dis, je sais pas, que la maison est blanche, ou par vouloir dire, signifier. Et donc, ce que Socrate est en train de dire à Calliclès, c'est que ce qu'il va lui raconter, et qui est bien évidemment un mythos,
eh bien, ça veut dire quelque chose. Et c'est un logos au sens où c'est pas juste, voilà, des paroles en l'air. Voyez ? Et donc, il me semble ici que ce passage ne signifie pas que pour Socrate, il y a opposition entre mythos et logos. En revanche, il signifie que pour Calliclès, c'est-à-dire l'antiphilosophe, il y a une opposition entre mythos et logos, c'est-à-dire que c'est pour le non-philosophe qu'il y a une opposition entre la fiction non légitime et le discours dit rationnel légitime. Voilà. Merci beaucoup. Pour rebondir un petit peu sur ce point-là, est-ce qu'on ne peut pas considérer que certains récits du coup platoniciens sont à prendre en réalité au pied de la lettre et sont à considérer non pas comme fictionnels mais comme renvoyant à des choses réelles? Je pense par exemple au mythe d'Air le Pamphilien qui me fait furieusement penser en fait à une expérience de mort imminente. Et donc est-ce qu'il n'y a pas cet aspect-là qui peut être, c'est-à-dire Platon comme nous informant sur des choses qui se produisent réellement dans des réalités, disons, subtiles ou spirituelles. Par exemple aussi, est-ce qu'on ne va pas faire le parallèle entre la croyance pythagoricienne en la réincarnation et la possibilité de se rappeler de ses vies antérieures et la doctrine de la réminiscence? On pourrait multiplier les exemples. Et ça me renvoie à un autre mythe, celui de l'attelage dans le Phèdre, où il me semble que Platon dit, bon ben là je vais vous faire en gros un résumé de ce que c'est l'âme, mais pour les initiés, ou dans le cas disons, dans des cercles de personnes autorisées, etc., on peut rentrer beaucoup plus dans les détails et faire une description qui serait beaucoup plus rigoureuse, etc. Donc est-ce que il n'y a pas dans certains cas des mythos qui ne sont pas justement des fictions? Alors, merci pour la question. Le terme de fiction est un terme moderne que j'emploie pour faire comprendre en fait ce que c'est que discours faux et pour montrer que discours faux ne veut pas dire discours mensonger. C'est un terme qui correspond effectivement pas tout à fait à la notion de mythos, mais c'est un terme pratique pour nous parce qu'on comprend ce que ça veut dire. Et votre question, elle touche à un point fondamental parce que effectivement, c'est la question de la manière de lire les mythes platoniciens. Et je pense, pour ma part, que vous avez raison. Il faut en faire une lecture. Enfin, moi, j'ai défendu d'ailleurs une lecture littérale entre guillemets. Alors, mais tout dépend de ce qu'on appelle littéral, parce que de toute façon, enfin, on peut toujours tout dire et son contraire. La question, c'est toujours de savoir qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit une chose ou une autre, et qu'est-ce que je veux dire par lecture littérale. Je reviendrai sur le mythe d'Air ensuite. En ce qui concerne l'attelage ailé, il est bien évident que la défense d'une lecture littérale de l'attelage ailé ne signifie pas que pour Platon, l'âme est un chariot, voilà, avec un cocher et des chevaux. Évidemment pas. Ce que je veux dire par lecture littérale, c'est une lecture qui... j'ai employé aussi le terme de lecture naïve, hein, où j'ai repris les catégories du séminaire Emma. C'est une lecture qui consiste à ne pas chercher à d'emblée conceptualiser le texte, en fait. Et à considérer que l'histoire, le récit, et à considérer que ce qu'il veut dire, on ne peut l'atteindre que si précisément on joue le jeu de l'histoire ou de la fiction, comme on dit. Et jouer le jeu de la fiction, c'est le pacte de la fiction, c'est-à-dire le temps de la fiction, on y croit, parce que sinon c'est pas la peine de lire. Enfin, je veux dire, si on est tout de suite en se disant c'est des conneries, c'est faux, voilà, on lit pas, quoi. Voilà, ça n'a pas de sens. Et donc, il me semble que Platon veut que, il me semble qu'il est pertinent de lire les mythes comme ça, de manière naïve ou littérale, en se laissant embarquer. C'est un mot d'Anne Coignard, dans la fiction. Ça, c'est un premier point. Maintenant, il est tout à fait probable, dans les histoires qui sont racontées par Platon, bien entendu, que sont convoquées pour raconter ces histoires, d'une part des expériences réelles, évidemment, et d'autre part des faits de la culture
de son temps. C'est-à-dire que Platon réactive des images bien connues. C'est ce qu'on appelle l'intertextualité dans les études littéraires. C'est-à-dire que, bien entendu, qui réactive de l'Homère, de l'Hésiode, et bien entendu du pythagorisme, etc., etc. Donc vous avez parfaitement raison, bien sûr qu'il y a tout ça à lire derrière, et que on a intérêt, en lisant les limites platoniciens, eh bien, à adopter cette posture-là, qui est donc celle que vous proposez, si je comprends bien, qui consiste à non pas chercher d'emblée des concepts philosophiques, comme si le fin mot de la philosophie c'était le concept d'ailleurs, mais à se laisser embarquer dans l'histoire et à l'entendre de manière littérale, d'une certaine manière, oui, tout à fait. Ma question elle est un peu naïve et elle est d'actualité. C'est-à-dire, la philosophie, que peut-elle faire dans ce monde politique un peu désorienté? Merci pour la question. Je pense que notre monde a toujours été désorienté, à vrai dire, mais qu'est-ce qu'elle peut faire, la philosophie? Le problème, c'est de quelle philosophie on parle, en fait. La philosophie ne fait rien en elle-même. C'est éventuellement les philosophes qui font quelque chose plutôt que la philosophie. Et qu'est-ce qu'ils font? Je pense que pour moi, pour moi et à mon sens pour Platon, le philosophe, c'est celui qui dit non. C'est-à-dire, c'est celui qui s'arrête. C'est quelque chose aussi que j'aime bien faire remarquer à mes étudiants. Il y a un passage célèbre dans République 4, la fameuse tripartition de l'âme, où se trouve opposée la partie résonante de l'âme et la partie désirante de l'âme. Et ce qui est frappant, c'est que ce qui caractérise la partie désirante, c'est qu'elle nous pousse vers l'objet de notre désir, tandis que la partie résonante, elle ne nous pousse nulle part, elle nous arrête. Et pour moi, le philosophe, c'est celui qui s'arrête. C'est-à-dire, c'est celui qui ne se précipite pas pour juger, qui ne se précipite pas pour dire ce qu'il faut faire, encore moins pour dire ce qu'il faut penser, mais c'est celui qui s'arrête. Et il me semble que ce que des philosophes peuvent, enfin des philosophes au sens où je l'entends, et c'est pas forcément des gens qui ont été, qui ont des diplômes en philosophie, enfin c'est pas forcément non plus des gens qui n'en ont pas. Enfin, je veux dire, peu importe, on peut être diplômé et philosophe, c'est possible, mais on peut être aussi diplômé et non philosophe, c'est possible aussi, et c'est pas non plus un problème nécessairement en soi. Mais je pense que dans ce monde, l'urgence est de s'arrêter, et c'est ça, à mon avis, que peuvent faire des philosophes. Je vous en prie. Oui, dans vos propos, il y a souvent, il me semble, des choses comme ça, ce qui est très bien. Alors, imaginons que vous pouvez poser une question à Platon. Oh. Oui. Et parmi tous ces semble-t-il, donc lequel vous aimeriez avoir une confirmation ou une affirmation? Quelque chose qui vous titille le plus ou qui vous obsède, je ne sais pas comment vous voyez. Est-ce qu'il y a quelque chose vraiment vous avez droit à une seule question. Alors pas vraiment, parce que comme dit non pas d'abord Barthes, mais en fait d'abord Platon, l'auteur est mort et tant pis pour lui. Je veux dire, c'est vrai, il est mort. Son texte est livré à nous et nous pouvons en faire ce que nous voulons finalement. Et donc de ce point de vue-là, moi je me sens libre avec son texte et je cherche à comprendre parce que j'aime comprendre, parce que c'est quelque chose ce qu'il écrit, ça me parle, ça m'intéresse, etc., etc. Mais je n'ai pas une question vraiment sur le contenu de ce qu'il écrit. En revanche, il y a une question qu'un professeur autrefois avait soulevée et qui, pour moi, reste une question sans réponse, qui est la question de... ce professeur avait fait remarquer qu'on progresserait beaucoup à propos de Platon si on savait pour qui avaient été écrits les dialogues. Voilà. Et ça m'est resté, parce qu'effectivement, les textes... ils sont adressés en fait. Un discours, il est toujours adressé. On n'écrit pas comme ça. Voilà. On peut écrire pour la postérité. J'allais dire, je doute que Platon ait écrit pour la postérité. Peut-être pas si sûr que ça. Il est assez orgueilleux quand même pour écrire pour la postérité. Mais il écrit d'abord dans un contexte culturel et pour les gens de son époque. Mais lesquels et pourquoi? Pour moi, ça reste une question. Je ne sais pas.
J'ai pas les outils pour répondre. Alors, peut-être que je manque aussi de connaissances, parce que j'ai une formation en philosophie, j'ai pas une formation en lettres classiques. Il me manque sans doute des outils, je dis vraiment. Mais voilà. Donc j'aimerais bien lui demander. Alors, c'était pour qui en fait? Voilà. En tout cas, c'était pas pour moi, ça je le sais. Moi, j'avais une question par rapport à l'association que vous faites entre Platon et Socrate, du coup, et Nietzsche, par rapport au fait que vous dites que Nietzsche est un platonicien, mais c'est assez étonnant parce que je pense à un texte de Nietzsche vraiment à charge sur Socrate qui s'appelle Socrate et la tragédie. Et où en fait il explique en gros que depuis Euripide et Socrate c'est la fin de l'art tragique et de l'art lui-même et donc par rapport aux histoires mais du coup aussi à l'art quelle serait l'arrivée de Platon en fait et de Socrate dans ce contexte-là? Est-ce que vous pensez que Nietzsche avait raison de profaner un peu sur Socrate, ou ça donne vraiment une avancée dans une nouvelle manière de voir l'art, voilà, comment... Alors c'est une question, merci, c'est une question complexe, il y a beaucoup de choses. La question d'abord plus généralement du platonisme de Nietzsche, c'est quelque chose qui est travaillé en ce moment. Il y a plein de thèses en cours, en train de se finir, déjà achevées sur le sujet. Comme je l'ai rappelé à mes étudiants cette année en cours, Nietzsche est d'abord un professeur de lettres classiques, fondamentalement. Et il a enseigné Platon pendant 10 ans. Il connaît très bien, contrairement d'ailleurs aux gens souvent qui travaillent sur Nietzsche et qui ne connaissent pas, et à mon avis c'est un problème. Et Nietzsche, c'est aussi quelqu'un qui, il est manifestement obsédé par Platon et par Socrate, qui sont deux personnages de sa philosophie distincts. Voilà, d'accord, parce que une charge contre Socrate n'est pas nécessairement une charge contre Platon. Il les distingue, lui. Mais il est obsédé par eux. Et s'il est obsédé par eux, c'est que ça touche à quelque chose de lui, en fait. Bon, bref, c'est innombrable, les rapprochements sont innombrables, vraiment. En ce qui concerne donc plus particulièrement la question que vous posez sur la question de l'art, est-ce que Nietzsche a raison, est-ce qu'une nouvelle manière, etc. Je ne sais pas trop en fait. C'est-à-dire que cette thèse selon laquelle, non pas Socrate exactement, mais le socratisme, c'est pas tout à fait pareil. C'est pas Socrate qui a tué la tragédie chez Nietzsche. C'est une tendance dont Socrate est une incarnation. Est-ce que ça correspond à une expérience de lecteur de la part de Nietzsche? C'est-à-dire qu'en gros, il n'aime pas Euripide, c'est ça que ça veut dire. Il trouve ça trop intello, en fait. Trop dans le discours, trop dans le bavardage, etc. Et je suis assez d'accord avec lui. Moi, je ne suis pas très Euripide non plus. Je préfère Sophocle, je préfère Échille, voilà. Mais je pense que Platon, pareil. C'est-à-dire que, et c'est là où il faut distinguer le Socrate et le Platon, je pense que Platon aussi est à charge contre Euripide. Donc je ne suis pas sûre que sur ce plan-là, il soit véritablement complètement opposé. Voilà. Mais bon, ce n'est qu'un début de réponse tout à fait insuffisant parce que je ne suis pas du tout spécialiste de Nietzsche, je n'ai pas travaillé spécialement sur ces questions. Mais voilà. J'ai envie de rebondir sur la question de Pascal et de vous poser la question, et vous, Laetitia, pour qui avez-vous écrit ce livre? C'est une bonne question. J'ai cru que vous allez me dire, et pour qui avez-vous voté? Ça m'a fait drôle. Pour qui j'ai écrit ce livre? Alors, je ne sais pas, parce que, par exemple, c'est une question, si vous aviez posé la question pour un autre livre, j'aurais pu répondre. C'est-à-dire, si vous pouvez me demander la même chose à propos de la traduction que j'ai faite du Sophiste de Platon, ou du bouquin que j'ai écrit sur lui, je vous aurais répondu pour mes étudiants. Ici, c'est pas le cas. Ce livre, je l'ai d'abord écrit, je dois dire, pour moi. En fait, c'est le livre, d'une certaine manière, c'est la thèse que j'ai pas faite, mais je me suis vengée, je l'ai fait en HDR, et que j'ai toujours voulu faire.
Voilà. Et c'était, pour moi, ce livre, je l'ai écrit pour clore quelque chose, pour clore une période. Mais bon, est-ce que au-delà de ça, j'avoue que j'ai pas. Bon, je dois confesser que j'ai pas pensé à mes étudiants spécialement, même si je pense beaucoup à eux par ailleurs. Je ne l'ai pas écrit. Je ne l'ai pas écrit pour mes collègues. On va procéder par élimination, ce sera plus simple. Je ne l'ai pas écrit pour mes collègues. Je ne veux pas dire par là que je l'ai écrit contre eux, mais je ne l'ai pas écrit en pensant à eux. Je l'ai écrit en espérant une espèce de vague publique qui serait intéressée par Platon, mais qui ne serait pas en philosophie. C'est pour ça que j'étais très contente d'être publiée dans la collection Essai, parce que pour moi, je voulais toucher quelque chose d'un petit peu plus large. Alors, c'est un peu prétentieux parce qu'il y a vraiment des passages imbuvables, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des choses assez techniques, vous l'aurez vu, de grec, de discours sur le grec. Donc ça, je dois dire que ça s'adresse sans doute plutôt à mes collègues, malheureusement. Mais l'idée, c'était plutôt... pour un public qui s'intéresse à la philosophie, pour montrer qu'il y avait quelque chose... Pour les gens, je pense que j'ai écrit pour les gens qui s'intéressent aux histoires, pour leur montrer qu'en fait, Platon, c'est un copain pour eux. Voilà. À propos d'une hiérarchie des discours, en fait, j'ai l'impression que chez Platon, et notamment dans le Théétète, une des définitions du discours vrai qui a été retenue, c'est l'opinion démontrée, ou démontrable, je ne sais plus. Et ça implique la notion du nécessaire, et non du contingent. Et j'ai l'impression que chez Platon, du coup, il y a quand même une hiérarchie de discours. Enfin, ce qui est le plus haut et qui est le plus proche, je sais pas, du monde des idées, ça serait le discours qui est démontrable, donc nécessaire. Et ce qui se rapproche le plus de la matière serait le discours contingent. Est-ce que c'est vrai ou c'est une lecture un peu... Alors, je vois pas les choses comme ça, je dois dire. D'abord, le passage du Théétète auquel vous faites référence, hein, c'est pas une... Il n'y a pas de définition retenue de la science et du discours vrai dans le Théétète. Le Théétète est un dialogue aporétique où se trouvent proposées 3 définitions de la science ou du savoir, de épistémé, et toutes les 3 sont récusées comme non pertinentes parce qu'elles ont toutes les 3 le même défaut, c'est qu'elles commencent par une identification, c'est ça la racine en fait du problème, une identification entre savoir et doxa, parce que dans chacune de ces 3 définitions, propositions, la première proposition, c'est l'épistémé, le savoir, c'est l'opinion, la doxa. Ensuite, la deuxième définition, l'épistémé, donc savoir, c'est la doxa vraie, c'est récusé. Et puis la troisième définition proposée, également récusée, c'est que l'épistémé, le savoir, c'est la doxa vraie, accompagnée de logos. Et les 3 sont récusés. Donc il n'y a pas dans le Théétète, et les 3 sont récusés parce que, en fait, le problème, c'est que épistémé, savoir, ça n'est en aucun cas de la doxa, en aucun cas, fût-elle vraie. Voilà, donc ça c'est le premier point. C'est pour ça que déjà je ne vois pas les choses de la même façon. Et ensuite, une hiérarchie des discours, alors oui, mais pas du point de vue de la forme. Et d'ailleurs, Platon n'emploie pas, sauf erreur de ma part, et c'est tout à fait possible, hein, parce que je n'ai pas toujours tout en tête, enfin loin de là même, pour Platon n'emploie pas le terme de nécessaire, en fait, au sens où, voilà, où on l'emploie nous, pour dire qu'il y a une démonstration nécessaire, c'est-à-dire implacable, logiquement, etc. Ça, c'est pas du tout platonicien, cet emploi-là. Et s'il y a une hiérarchie des discours, c'est une hiérarchie des discours qui repose sur leur contenu et non pas sur leur forme, pour le coup. C'est-à-dire que un discours un discours sensible ou imagé ne me paraît pas chez Platon nécessairement un discours inférieur. Mais ça, pour le coup, c'est une question plus délicate sur laquelle il y a matière à discussion, je le conçois. En revanche, pour le Théétète, ça, je crois qu'il faut l'écarter de cette discussion. Voilà. Bon, c'est une question assez proche de celle qui vient d'être posée et qui concerne, en fait, la question que je me pose, c'est sur l'allégorie. Voilà. Est-ce que tu récuserais justement donc une lecture allégorique de Platon, au sens où il y a une finesse chez Platon qui consiste à distinguer
ce qui est opposé et ce qui est différent. Autrement dit, donc on pourrait penser que ce qu'exprime l'image, finalement, donc, c'est une prise en compte que l'idée est différente de l'image, finalement, sans qu'elle soit son opposé. Alors, c'est une première façon de concevoir les choses. On maintiendrait ici une lecture allégorique de Platon, au sens où il y aurait quand même d'un côté l'idée, et de l'autre côté l'image, le récit, l'histoire. Ou alors, est-ce que, parce qu'il me semble que tu vas un petit vers là, est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de lire Platon, il me semble très proche de celle-là, qui consiste à montrer qu'il y a une espèce de plasticité de l'idée, finalement, et qui ferait que là où il y a des images, c'est toujours la même chose, quoi. L'image, c'est l'idée, voilà. Et simplement, donc, quand on n'est pas philosophe, justement, donc, on a affaire uniquement au sensible en devenir, à quelque chose qu'on a du mal à articuler, justement, parce que l'idée manque. Enfin, il n'y a plus que... où c'est une manière, justement, de s'exprimer, où l'idée est absente. Alors, voilà. Donc, il y a ces deux... Il me semble que tu tires plutôt vers la deuxième partie, mais... Oui, je tire plutôt vers la deuxième partie, effectivement. Ce qui est un parti pris, tout à fait contestable, comme tous les partis pris. Moi, ce qui me frappe chez Platon, c'est qu'on est... Là, pour le coup, il me semble qu'il suffit quand même de lire les textes pour le voir. Il n'y a pas de dévalorisation du sensible. C'est-à-dire que le problème, c'est pas le sensible, le problème, c'est le rapport au sensible, en fait. Et donc, le problème, c'est de savoir voir l'idée dans le sensible. Et c'est le propre du philosophe. À propos de l'allégorie, il y a... je ne sais pas si... comment dire ? Il y a une réflexion platonicienne sur l'allégorie. Qui en grec se dit hyponoia, et une critique platonicienne de la lecture allégorique, parce que la lecture allégorique consiste à substituer, c'est une entreprise de substitution, mais si on substitue B à A, on perd A, et donc on peut plus à partir de A, aller là où on veut aller, en fait, c'est-à-dire vers l'idée, en réalité. Voilà, il me semble que c'est comme ça que... Bien, vous avez dit tout à l'heure que la vertu du philosophe, c'était de s'arrêter. Nous allons être vertueux philosophes. Merci. Merci beaucoup. L'ouvrage de Laetitia Mouze, Le philosophe qui aimait les histoires, l'anthropologie platonicienne du fait poétique, est édité aux Belles Lettres. Vous venez d'écouter une rencontre à la librairie Ombre Blanche, le 29 mai 2026, réalisée et mise en onde par Radio Radio, en partenariat avec Radio Radio Plus et Radio Terre.